Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous retrouver dans le cadre de notre émission Afro-Lumière. Nous sommes conscients que vous êtes déjà très nombreux devant vos petits écrans à cette heure-ci parce que vous avez déjà le rendez-vous chaque semaine. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à Sharjah, dans les Émirats arabes unis, et nous avons décidé de vous entretenir au sujet de la recherche et de l'innovation. C'est ainsi que, avant de débuter cette émission, j'essaye un tout petit peu de vous faire vivre ce que j'ai vécu. Bon, ça ne sera pas le tout, mais ça sera juste un condensé de quelques informations, de quelques réalités que j'ai vécues à Sharjah. Et donc là, vous voyez très bien que nous sommes en train de nous rendre au centre des recherches, de Sharjah. Et donc, la voiture qui est par devers nous, comme vous le constatez, c'est la voiture d'Amasu Baba Kinkela Wamazulu. Et c'est avec lui que nous allons devoir partager cette émission. Voilà, c'est lui qui vous salue. Et je lui demande de vous saluer un peu. Et donc voilà, mesdames et messieurs, nous en sommes là, devant vous. Et ces plateaux dans lesquels nous tournons cette émission, c'est un plateau du centre de recherche aménagé. Et donc, je ne saurais faire aucun commentaire là-dessus parce que je suis dans les médias, ça fait vraiment longtemps. Et je ne voudrais pas commenter sur l'information parce que je ne suis pas venu ici pour ça. Je voudrais parler plutôt de la recherche. Alors, c'est avec Baba Kinkela, Amasu Baba Kinkela Wamazulu que nous allons essayer un peu de partager autour de ces sujets de la recherche et de l'innovation. Yimotep Amasu Baba. Un coup de célèbre. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes venus ici non pas seulement pour apprécier la beauté de la ville, nous ne sommes pas venus chercher quoi que ce soit à manger ou, c'est pas moi, quelque fortune. Mais nous sommes venus pour vous informer. C'est ainsi que nous avons fait un effort de descendre au centre de recherche pour savoir qu'est-ce qui fait que certains hommes se développent et que l'Afrique n'arrive pas à sortir de son bourbier. Tout le monde s'embourbe, des autorités aux masses populaires, tout le monde s'embourbe en Afrique. Alors on s'est posé autant de questions. Et donc voilà, nous avons essayé de faire un petit tour ici, au centre de recherche, pour savoir d'où il tire est-il ses connaissances, les autres, pourquoi ils avancent pendant que nous, on fait marche sur place. Alors, Amasu Baba, je vous ai invité sur ce plateau pour nous parler un tout petit peu de ces centres de recherche. Quand nous venions, j'ai vu comment on vous salue, comment on vous respecte. Ça signifie tout simplement qu'on vous connaît ici. Alors, vous pouvez un peu nous parler de ces centres. Qu'est-ce qu'on fait au juste dans ces centres? Les centres de recherche innovative de Sharjah est un département où est annexé à l'université de Sharjah. Et ici, non seulement on a un grand incubateur, un incubateur d'entrepreneurs, c'est-à-dire les gouvernements lancent des projets et affiliés aux universités. Et les étudiants qui prennent ces projets eh bien, viennent les développer ici. Pourquoi? Pour pouvoir programmer les tissus économiques du pays dans le futur. Tu vois? Et dans le futur, les travaux qui sont aujourd'hui ne seront plus disponibles. Okay? Tout comme dans les années 60, les métiers qui existent aujourd'hui n'existaient pas dans les années 60.
qui se sont développés, ceux qui ont eu un œil dans le futur. Et l'œil dans le futur c'est fait à travers la recherche et l'innovation. On se pose la question. Mais les gens dans 40 ans, de quoi vivront-ils? Comment se déplaceront-ils? Comment vont-ils voyager? Comment vont-ils s'habiller? Que vont-ils manger? Quelles maladies ont tendance à affecter? Ça, c'est la recherche. Et c'est la recherche dans la vie. Et on envisage, on fait des plans, et sur base de ces plans-là, ce que les centres de recherche font, après avoir trouvé ces réponses-là, maintenant, ils travaillent avec l'université pour que les étudiants qui sont en train d'être formés maintenant soient formés pour les métiers du futur, non pour les vieux métiers traditionnels. On étudie la pédagogie, je ne sais pas moi, et la biochimie, c'est complètement dépassé. Ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Ce sont des métiers du passé. Ils sont relégués, ce sont aujourd'hui ces genres de métiers, donc j'ai des pédagogies littéraires, ce sont des choses qui appartiennent à l'Antiquité ou de la préservation historique en termes de formation. Et les centres de recherche répondent aux questions du futur par rapport à l'université. Aujourd'hui, une université qui n'a pas un centre de recherche opérationnel n'est pas une université au fait. Sur comment on appelle, la liste des universités internationales, comment on classifie l'université? Comment on reconnaît les universités de grande envergure? Eh bien, on les reconnaît par la quantité d'investissement qu'ils mettent dans les centres de recherche. C'est comme ça que les universités sont classifiées. Plus les gouvernements investissent dans les centres de recherche, plus l'université se retrouve, disons, très haut dans la liste. Pourquoi? Parce que ça signifie que dans ces pays-là, ils sont prêts pour le futur. Ils sont là pour les différents, disons, cours de formation ou curriculum académique sont fixés par rapport aux résultats des centres de recherche. Et ces résultats des centres de recherche sont basés sur ce qu'on appelle les mouvements évolutifs des besoins dans le futur. C'est ça, un centre de recherche. Il répond à ces questions-là. Très bien, ancêtre Amasu Baba, je suis arrivé ici, j'ai été émerveillé par l'organisation, le bâtiment qui abrite le centre de recherche ici. Je ne sais pas, peut-être en Europe, on pourra en avoir. Non, absolument pas. En Afrique, j'ai voyagé un peu en Afrique et je n'en ai pas vu. Ça n'existe pas en Afrique parce que la pensée, ici nous sommes dans une question de pensée. Okay? Pour pouvoir avoir une pensée innovative, il faut avoir une pensée qui a un regard dans le passé. Ça signifie quoi, un regard dans le passé? Un regard collectif et de reconnaissance de ce qui a été votre passé, sur le plan littéraire, sur le plan archéologique, sur le plan anthropologique, sur le plan du dessin. Et demain, nous allons visiter les musées. Et vous allez vous rendre compte des liens qu'il y a ici. C'est-à-dire, il y a une récatalogation du passé. Entre que on faisait ça, on faisait ça. Et tu vois, quand tu allez revenir, nous allons visiter les musées des tissus. Et on va aller voir comment les tissus ont évolué en branche avec les... Très bien, vous m'avez même dévancé parce que c'est la question que je prépare justement pour... Ouais, alors je vais laisser ça. C'est-à-dire, il y a une évolution. Alors, vous ne pouvez pas avoir une innovation sans un musée. Okay? Mais c'est quoi un musée? Un musée, c'est un centre de récollection et de recherche anthropologique historique qui va dans la poterie, dans la forgerie. On va récolter, on va rassembler les informations. Ce n'est pas seulement des expositions des vases, mais il y a l'histoire. Et parce que maintenant, les centres de recherche ont besoin des musées. Mesdames et messieurs, là vraiment, ça dit que je vous coupe parce que vous me dévancez ma question pour vous permettre à vous téléspectateurs de comprendre réellement ce qui se passe ici. Parce que la fois passée, quand notre ami a parlé du recours à l'authenticité, et donc il a parlé des dimensions anthropologiques. Il me semble que nombreux
ne sont pas parvenus à comprendre ce qu'ils voulaient vraiment dire au juste. Alors ici, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre la dimension de la réalité ici, Amasu Baba Kinkela. Et donc, quels sont les éléments, c'est ça la question, qui permettent à ces gens de faire ces recherches, d'autant plus que nous connaissons que les détenteurs du savoir actuel, ils sont présumés être enfin, les détenteurs de la recherche scientifique et moderne. On présume que ce sont les Occidentaux qui se sont développés le plus. Or, ils sont très, très, très fermés, très hermétiques dans leur savoir. Ils refusent le transfert de la science. Ils refusent le transfert des connaissances. Alors ici, c'est un centre de recherche scientifique et de l'innovation. Il se base sur quoi? Alors, Il se base sur quoi pour aller de l'avant dans leur recherche? Et là, ça va permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce qui se passe. la question ici est très simple. Vous voyez, quand cette histoire que l'Occident et les détenteurs des sciences, ça, ce n'est que c'est une relation qui n'existe qu'avec l'Afrique, parce que vous êtes dans la relation noir et blanc. Vous êtes en relation, c'est comme ça que vous pensez comme ça, parce que vous êtes conditionné, le mental noir est conditionné par les rapports noir-blanc. Ok? Maintenant, et point 2. L'Occident, pour la plus grande partie des recherches réalisées, ce ne sont pas des recherches propres. Ce sont toujours des choses qui ont été volées. Je vais rappeler ici les tableaux de Dendera, ok, a été enlevé de l'Égypte par Napoléon. Ok, quand nous allons dans les musées occidentaux, combien d'artefacts occidentaux nous trouvons là-dedans? Pratiquement rien. Nous pouvons aller au musée de Londres. Combien des artefacts londoniens de l'histoire anglaise vous trouvez là-bas? Rien du tout. Ok? Maintenant, la base de la recherche scientifique, ok, occidentale, c'est toujours basé sur l'histoire du peuple noir. Cela va dans les tissus, ok? Cela va dans la médecine, cela va dans l'anthropologie archéologique. Vous le voyez, ce qu'on appelle les égyptologues. Ce ne sont pas les françologues ou les italiologues. Il y a des ruines en France. Il y a des ruines, mais on parle des égyptologues. Pourquoi pas des françologues? Pourquoi pas des allemologues? Pourquoi la pointe de référence est égyptologue? C'est une source. Et de ces sources-là, qu'est-ce qu'ils ont recueilli? Eh bien, une vaste collection de choses et des instruments qu'ils vont mettre dans l'air visé, dans l'air misé. Et à partir de l'air misé, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les centres de recherche dans toutes les dimensions. Alors, la question, elle est pourquoi? Pourquoi les Européens se sont-ils lancés dans cette quête-là? Ok, de venir en Afrique, de prendre. Pourquoi ils ont investi autant à prendre et aller remplir les métiers? Parce qu'ils devaient répondre à une question, une seule. Comment ça allait se présenter les Européens de demain? Comment allaient-ils vivre? Comment allaient-ils manger? Comment allaient-ils se déplacer? Comment allaient-ils voyager? Et c'est la même question pour laquelle, mais cette question a une révérence culturelle. L'Arabe, en se posant cette question-là, se souvient de qui il était. Il se souvient de son ancestralité. Il va dans l'ancestralité, il fait une récollection des instruments archaïques, des processus archaïques, et ces processus sont implémentés dans les centres de recherche pour répondre aux questions, les mêmes questions. Comment va être l'Arabe du futur? Comment va se déplacer l'Arabe du futur? Comment va manger? Même les implémentations dans les termes culinaires. Quand on voit la nourriture arabe contemporaine, n'a rien à voir. On ne sait pas qu'elle n'a rien à voir, mais elle a évolué par rapport à ce qu'un plat qu'on vous présenterait au cas, disons, il y a 50 ans. Ils ont évolué dans la présentation, dans la forme de l'assiette. On dit non, maintenant on utilisait un matériel qui n'était peut-être pas très sanitaire, qui n'était pas très beau, et on a travaillé dessus. Il y a une évolution. Et la manière dont les repas sont présentés aujourd'hui, ce n'est pas la même manière que seront présentés dans 30 ans. Pourquoi? Il y a une recherche dessus. Or, nous avons les pondomades, ce que nos ancêtres ont laissé il y a plus longtemps. C'est la même manière de les manger aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un centre de recherche. Pourquoi il n'y a pas, pourquoi il y a la recherche? Donc, on peut changer aussi même la diététique, mais la diététique nutrition. évolue. Attention, voilà. Ok, j'ai donné un exemple très simple. Les Européens du 14e siècle, c'est un forgeron.
C'est un manowal. Okay? Il a besoin d'une alimentation calorifique pour subvenir. Mais l'Européen d'aujourd'hui n'est pas un manowal. Okay? Il est dans les bureaux tout le temps. Il n'a pas besoin d'un apport calorifique important. Parce que l'apport calorifique doit donner l'énergie, il va souffrir d'excédent d'énergie. Il a besoin d'une alimentation minérale pour compenser les courbatures qui naissent dans les fêtes qu'on est aussi pendant très longtemps. Parce que dans la maison, on sort, on descend, on dort des 22h à 6h ou à 5h, on se réveille, on va au salon, on s'assied pour prendre le thé, et puis on va on rentre, on sort, on rentre dans la voiture, on est assis pour voyager, on arrive au travail, on a une chaise. On est assis toute la journée, 15h, 16h, on se réveille, on rentre de la voiture, on est assis, on rentre à la maison, on est assis. Donc il y a une alimentation différente qui doit répondre à cette exigence de vie. Ici, on a besoin d'une plus grande résistance des muscles, donc il faut beaucoup une alimentation minérale. Et les alimentations se sont évoluées sur cette base-là. Sur cette base-là. Maintenant, il y a l'exposition aux écrans. L'exposition aux écrans porte à une dévalorisation croissante des éléments nutritifs de l'œil. D'où les enfants commencent à naître avec les problèmes de yeux dès le bas âge. On change la composition nutritionnelle pour faire ce qu'on y apporte des éléments nutritifs et minéraux qui apportent une résistance au système immunitaire des yeux. C'est comme ça l'histoire de l'alimentation. Comme l'alimentation, comme toute autre chose. C'est ça les besoins d'un centre de recherche. Sans centre de recherche, il n'y a rien. Alors, ancêtre Amasu Baba Wamazulu, vous soutenez clairement que tout ce qui est à la base de changement ici, tout ce qui est le moteur de la transformation sociale, tout ce qui crée l'innovation ici, c'est le recours à leur modus vivendi, donc à la façon de vivre de leurs ancêtres. C'est ça la base. À l'authenticité. À l'authenticité. Très simple. Mesdames, Messieurs, nous revenons ici. Maintenant, nous allons un tout petit peu quitter Sharjah. Et là, vous nous voyez déjà, ce que vous voyez là, nous sommes en voiture et je salue Youtim en passant parce que vraiment c'est mon éclaireur. Et là, vous êtes en train de nous suivre là. Nous sommes en route vers Dubaï. Donc, Dubaï, c'est un autre émirat. Donc, une autre royauté quand on parle des Émirats arabes unis. Et donc, c'est l'ensemble des royautés. Là, nous étions à Sharjah et nous nous rendons maintenant à Dubaï. Et ce que vous voyez là, c'est une rue de Dubaï qui est autant propre, autant construite que les rues de Sharjah. Donc, aucune différence. Et vous ne saurez même pas mettre une seule différence entre Dubaï et Sharjah. C'est propre, donc on ne peut même pas avoir une idée. Et alors finalement là, nous sommes dans ce que vous voyez là, nous sommes à la fontaine, le bâtiment le plus élevé. Comment on appelle ça en fait? Burj Khalifa. Burj Khalifa, voilà. Donc ce que vous voyez là, nous sommes déjà à Burj Khalifa. Burj Khalifa, voilà. Alors, ancêtre, je suis vraiment émerveillé parce que si tu ne le dis pas, personne n'aura l'idée. On croirait, d'autres croiraient qu'on serait à Tokyo, d'autres diraient qu'on est à New York, sauf que le bâtiment ici, c'est le bâtiment le plus élevé. Si vous étiez à New York, vous allez trouver tout de suite des, comment on les appelle? Des clochards. Des clochards autour. Des sans-abri. Et des tentes par terre. Ça, vous savez que vous êtes à New York. Et donc, mesdames et messieurs, ici, il n'y a pas de clochards, il n'y a pas de sans-abri. Non, ça n'existe pas. Donc, tout le monde est logé, c'est du jamais vu. La question que je vous pose, ancêtre, en toute sincérité, dis-moi, toutes ces constructions, le pont et chaussée, l'architecture, les buildings, tout ça, est-ce que ce n'est pas une main, une expertise extérieure qui se cache? Faut-il réellement avouer que ces gens ont atteint un tel degré de science, un tel niveau scientifique? Faut-il avouer que, franchement, c'est sur base de leurs propres recherches qu'ils sont parvenus à créer tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est parce que, au bout d'un petit temps,
New York est défié. New York, c'est séculaire. On a construit ça pendant plusieurs siècles. Mais ce qui se passe ici, ancêtre, c'est quoi ça au juste? Cette expertise est-elle vraiment authentique ou bien c'est quoi au juste? Donald Trump, il y a 6 ans, Donald Trump avait voyagé ici. Donald Trump. Ok, il a atterri à l'aéroport de Dubaï. Il est rentré très fâché aux États-Unis. Quand il est aux États-Unis, il a fait une comité, il a demandé comment voulez-vous, vous devez m'expliquer comment est-ce possible que l'aéroport de Dubaï dépasse en loin celui de New York. Vous devez m'expliquer ça, comment ça a été possible. L'aéroport de Dubaï dépasse celui de New York. Exactement. Et donc Donald Trump était très fâché. Très fâché par rapport à ça. Okay? Et il faut un peu sortir de votre conditionnement occidental, où vous pensez que les Occidentaux ont été premiers en tout. Je t'ai remis un livre de Ivan Varsatima, où on te fait voir que les premiers navigateurs étaient les Noirs. On enseigne ça où? Les premiers navigateurs étaient des Noirs. Les Noirs ont sillonné le monde en long et en large, les grands navigateurs. Vous devez savoir que la mathématique, ok, et nous devons le reconnaître, la mathématique telle que nous la concevons aujourd'hui est un produit de la culture arabe. Ok? Et la médecine, nous allons faire le musée. Je ne veux pas dire que la médecine est une propriété arabe, mais nous allons voir à une époque très, très, très éloignée dans le temps, ok, quels instruments médicaux est utilisés pendant que les Européens ne l'avaient pas encore. Le monde européen se développe en contact avec les autres, avec la Chine, de la porcelaine, avec les Arabes, les grands navigateurs. À l'époque où Christophe Colomb ne savait pas lire une carte. Est-ce que combien de gens aujourd'hui savent que la France avait été colonisée par les Arabes? Même dans les textes d'études, on n'écrit pas ça. Ils ont été colonisés par les Arabes. C'est-à-dire les Arabes avaient une supériorité militaire, intellectuelle, scientifique que les Européens. On oublie cela parce que ces informations ont été mises à côté. Les Arabes, après, ils ont été détruits par Alexandre le Grand. Ça, nous les connaissons. Mais ils se sont reconstruits. Et l'Europe brutale, ce qu'on appelle la puissance navale anglaise, c'était à coloniser le monde et les mondes arabes aussi. Mais ils ne se sont jamais arrêtés. Ils se sont bâtis. Nous connaissons les voies de la révolution arabe. Okay, les Arabes se sont levés, ils ont conquis avec les dents leur liberté. Et ce que nous voyons aujourd'hui, les Arabes n'ont pas besoin d'apport scientifique occidental. Ils ont leur culture pour se sourcer. Ils ont leur culture pour se sourcer. Attends, la culture arabe descend tout directement de la culture égyptienne. Ils ne sont pas allés en Égypte pour apprendre. Les Occidentaux sont allés en Égypte pour apprendre. Parce qu'ils ne descendent pas de cette culture. Nous devons comprendre ça. Nous devons aller au-delà de ces limites-là. Donc, si l'Afrique s'est ressourcée dans son antériorité anthropologique, culturelle, linguistique, elle se trouverait dans la même position de capacités innovatives et de sciences que les Occidentaux, que les Arabes. Cela va de soi. Les Européens ne font pas des miracles. Les Arabes ne sont pas non plus en train de faire des miracles. Ils font tout simplement ce que les Africains ne sont pas encore capables de faire aujourd'hui. Les Africains le feront-ils un jour, tu penses à ça? De quelle manière, par exemple? Il doit se débarrasser de son maître. L'odeur du père, comme l'avait dit le professeur Ngal de l'université de Lubumbashi, se débarrasser de l'odeur de celui qu'il considère être son père. Le noir doit encore, comment on dit, abandonner le sein de sa mère Europe. C'est un enfant qui a grandi, qui a 12 ans, voire même 25 ans, qui encore demande le lait de la maman. Il doit se débarrasser de son maître. Et là, je pense au grand dessinateur talentueux Chéri Samba, et qui essaie un peu d'écrire, de dessiner l'Africain
qui a grandi et qui est en train de téléphoner son ami à partir du ventre de sa mère. Il refuse de naître. Donc, il est encore dans le ventre, mais il appelle au téléphone. Salut, chéri Samba, je te salue au loin là. Et donc, l'Africain doit se débarrasser de l'homme. Donc, il doit cesser de suivre son maître blanc derrière. Je dirais même de manière provocative, il doit s'exorciser du démon blanc qui l'habite. Il doit s'exorciser. Il est possédé par le démon blanc qui fait de lui un noir. Dans un cycle infernal, dans un cauchemar. Parce que le noir est noir parce qu'il vit dans un cauchemar. Mais alors, Coco, ceux qui nous suivent là semblent dire que, écoutez, mais finalement, vous nous demandez de quitter un sorcier pour suivre l'autre sorcier. Parce que Quel sorcier? Le sorcier arabe, parce qu'on a tendance même à croire que... J'ai parlé de l'OTAN, j'ai parlé, il n'y a pas à suivre. Parce que je le dis tout simplement parce que ceux qui nous suivent, quand on vous voit comme ça, dans cette tenue, on croira que vous êtes musulman et que vous n'êtes plus kémite. Et visiblement, je dois vous avouer qu'il est kémite. Et le reste, ce n'est qu'une tenue. Alors, je crois que vous n'allez pas vous nous demander d'être derrière les Arabes. Les kémites, excusez-moi, comment s'habille les kémites? Bon, ça, c'est tout un autre discours. Il fallait porter cette précision pour ceux qui nous suivent. Parce que là, la tenue que vous portez là, nombreux croient que c'est pour les Arabes. Donc, c'est ça. Il fallait justement porter cette précision au risque de faire croire à nos téléspectateurs que, voilà, quelqu'un qui nous demande de quitter la suite des Blancs, il nous demande de nous ranger derrière les Arabes. Et je crois que tel n'est pas le problème. Ça, c'est pas un tenue musulman, ce n'est pas un tenue arabe, parce qu'en Chine, ils ont les mêmes. Okay? Quand vous allez en Chine, ils ont les mêmes. Et si ceci est un tenue arabe, et que mettent les prêtres catholiques? Ce sont des tuniques. Okay? Quand tu vas te faire une tunique, c'est comme quand tu vas chez les coiffeurs. Les coiffeurs te disent qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oui, il va couper le cheveu, ça on sait. Mais tu dois définir la taille, c'est qu'on veut qu'on fasse de toi. Alors quand tu vas chez les tailleurs te dit qu'est-ce que tu veux? Il te dit, moi je veux ça, 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 ça je veux comme ça je veux comme ça. Et puis le tailleur fait. Ça c'est la tenue la plus ancestrale. Ça c'est une tenue qui appartient à l'humanité. Et dire que c'est une tenue arabe, ça fait partie. C'est preuve d'ignorance absurde. Les Chinois ont les mêmes, tous les peuples du monde entier ont les mêmes. Quand vous voyez les Ashantis mettre un pan autour d'eux, ce n'est pas cette forme ici, c'est la forme. Mais seulement, au lieu d'un pan, on a un vêtement qui est cousu comme ça. Très bien, revenons sur nos moutons ancêtres. C'était seulement une parenthèse que nous fermons. Et donc, vous souteniez que l'Africain doit se débarrasser, doit s'exorciser. Donc, il doit se libérer du démon blanc. Absolument. D'autant plus que dans la cosmogonie noire ancestrale, comment on représente le démon? Il est toujours blanc. C'est pas comme ça. Dans la cosmogonie Dogon, ouais. Le démon est blanc. Toujours blanc. Par contre, eux, les blancs, quand ils sont venus avec leur christianisme, ils ont représenté le démon comme un noir. Il était tout noir là. Bon, nous n'allons pas être jugeurs. Tu vois, chez les Européens, quand on voit un chat noir, c'est un signe de malheur. Mais chez nous, c'est le contraire. Quand on voit un chien blanc, c'est un signe de malheur. Donc, à chacun se voit. Si pour l'occidentaux, le diable est noir, mais laissez ce diable-là tout seul. Pourquoi vous êtes toujours à la maison du diable? C'est la nourriture, c'est la nourriture du diable. Les médicaments, c'est les médicaments du diable. Mais laissez ce diable-là tranquille. Parce que nous, on trouve que le blanc est le diable. On est en train de tout faire pour le faire sortir de notre maison, mais il ne sort pas. Les rats, ce n'est pas facile de se débarrasser de sa maison. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'avancer. Et donc, vous avez là des réponses à vos questions. Nous allons aborder notre question, la question qu'on vient de poser tout à l'heure. Nous allons l'aborder d'une façon particulière, d'une façon ciblée. Ancêtre du mois, vous vivez ici, chez nous, en Afrique là-bas, chez toi, en Afrique. Pour se soigner, pour aller au dispensaire, nous achetons des médicaments qui viennent des Indes. Visiblement, de plus en plus, il n'y a plus de médicaments qui viennent de l'Europe. Il y a des médicaments qui viennent des Indes, qui viennent aussi de la Chine.
Alors, ici où vous êtes, dans les Émirats, ils ont, tu m'as fait visiter cette grande bâtisse, ces grands centres de recherche. Alors, dis-moi, les Émiratis, c'est comme ça qu'on les appelle, hein? Donc, ils, ils se soignent comment? Où trouvent-ils les médicaments pour se soigner? Mais c'est un ils ont un centre de recherche. Ils ont un centre de recherche dans les médicaments miratifs sont produits ici. Disons que les grandes maisons pharmaceutiques appartiennent à la région. C'est ce qu'on appelle, comme on a dit ici, comment on appelle encore cette région, disons, la région arabe, l'Asie mineure, ok? Il y a des grandes maisons pharmaceutiques qui sont les propres, ok? Mais chaque pays, ici, dans les Golfes, j'ai parlé de la région du Golfe, a des grandes maisons pharmaceutiques. Quand vous voyez je vous ferai voir quelques produits pharmaceutiques, c'est signé, produit en UAE, produit à Bahreïn, produit en Arabie Saoudite, c'est produit directement ici. Ils n'ont pas nullement besoin. Et les produits indiens ici, vous les trouvez parce qu'il y a des Indiens qui vivent ici, qui apportent leurs médicaments par rapport à eux-mêmes. Mais ce n'est pas que vous n'allez pas aller dans un hôpital, dans l'hôpital général ou dans la clinique universitaire, vous allez trouver les produits qui sortent de l'Inde. Ils ont leurs propres produits. Parce que la santé est une affaire culturelle, n'oubliez pas. Mesdames, Messieurs, nous avançons toujours dans le cadre de notre émission. Et là, nous nous déplaçons encore un tout petit peu. Nous nous rendons à la bibliothèque. Nous nous rendons à la bibliothèque de Sharjah. Ça dépasse tout entendement. Et là, vous me voyez, je suis en train de monter et le bâtiment que vous voyez là, c'est justement cette bibliothèque de Sharjah. Alors, ancêtre, je vous reviens. Franchement, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Je suis entré dans cette bibliothèque et j'ai découvert des livres sur Steve Biko à l'université de Kinshasa. Je suis parti chercher des livres. Le livre sur Steve Biko, je n'en ai pas trouvé. L'histoire de Marcus Garvey, j'ai vu, c'est à peine, j'ai vu quelques étés que tu faisais faire, tu parlais de Marcus Garvey. Cette révolution africaine, on n'en parle pas. Je me pose même la question de savoir si la littérature négro-africaine que nous avions étudiée à l'école secondaire, si aujourd'hui on continue à en donner, j'en doute fort, ça n'y est pas. Alors, dans cette bibliothèque ancêtre, qui sont les animateurs? Qui a conçu l'idée? Quels sont les éléments? Peut-on trouver des livres sur l'égyptologie? Absolument, il y a tout un, je me souviens, il y a tout un pavillon sur l'égyptologie. Tout un pavillon. Absolument. Donc, ils nous étudient, nous. Ouais, tout le monde étudie, tout le monde étudie, tout le monde sauf les Africains qui n'étudient personne, même pas eux-mêmes. Si vous pouvez reprendre cette formule, ça me fait plaisir. Tout le monde étudie tout le monde, sauf les Africains qui ne s'étudient même pas eux-mêmes. Ils n'ont pas de projet. Il n'y a aucun pays africain aujourd'hui, sur tous les plans, politiques, social, qui peut te dire comment il se projette dans 2 ans seulement. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Regarde. La bibliothèque que vous voyez, que vous avez vue là, ça s'appelle House of Wisdom. Balancez-nous la régie, balancez-nous cette bibliothèque que vous voyez là. C'est la bibliothèque de Sharjah. House of Wisdom, c'est la maison des connaissances. House of Wisdom. Donc, la maison de la sagesse savoir, et du savoir, la maison du savoir. Et est une reconstruction de l'ancienne maison du savoir qui existait à Bagdad, qui avait été détruite par l'invasion et perse. Quand elle a été détruite, et la quantité de livres qui avaient été là, les livres avaient été pris et jetés dans l'eau. On dit que... Qui a détruit là-bas en fait? Et c'était une guerre avec la Perse. Quand ils ont mis tout ça dans l'eau, toute cette partie de l'océan était devenue noire par la quantité des encres. Alors, ce que vous voyez est une reconstruction. On essaye de reporter à la vie le passé. On essaie de rapporter à la vie la gloire, parce que la gloire appartient au passé, pas au futur. La gloire, ce sont des actes conclus.
Les victoires se trouvent dans le passé, pas dans le futur. On ne peut que reprendre les modèles des victoires du passé pour les proposer dans le futur. Parce que dans le futur, il n'y a pas de victoires, il y a des compétitions, il y a des combats. Mais les victoires ne se trouvent que dans le passé. Et on prend les victoires du passé, on les repropose. En Afrique, nous avons la grande bibliothèque d'Alexandrie. Nous avons les grandes bibliothèques de Tombouctou. Combien de copies vous avez trouvées à travers l'Afrique? Aucune. Combien des Africains savent qu'une des plus grandes bibliothèques du monde, une des premières bibliothèques était celle de Tombouctou, suivi aussi celui de l'Alexandrie. Même pas les professeurs d'université. Même pas les professeurs d'université. C'est-à-dire quoi? La maison du savoir, House of Wisdom, réaffirme la puissance du passé. Pour leur dire que nous n'avons pas oublié qui nous sommes. Nous n'avons pas oublié qui nous sommes. Ils nous ont fait un monument énorme, comme vous voyez le building. Pour dire au monde que nous n'avons pas oublié qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Et c'est les premières bibliothèques, les plus grandes bibliothèques technologiques de son sens dans toute la région du Golfe. Et alors, est-ce ils impriment aussi leurs propres livres actuels? Ils ont une imprimerie dans cette... Il y a une technologie qui n'est présente qu'ici, okay? La seule présente, où il y a un robot qui est à même de t'imprimer ton livre dans 5 minutes. Ton livre. Ton livre. Dans 5 minutes, ton livre, il est imprimé. Pac, tu l'as devant toi. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'évoluer vers la fin de cette émission. Il y a déjà notre caméraman qui me signale là, je n'ai même pas terminé toutes mes questions, j'en avais beaucoup. D'ailleurs, alors, en cette quinquennat, dites-moi finalement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, la bibliothèque de l'université de Kinshasa, c'est une pièce. C'est une pièce, je m'en doute, bon, il y a dans chaque faculté, il y a des bibliothèques, des pièces, une chambre dans laquelle vous avez une bibliothèque. Il n'y a pas une bibliothèque générale, un bâtiment d'un tel niveau, par exemple, pour tout le monde. Et donc, on est dans le WhatsApp, on est dans le Facebook, on est dans le Google, et tout ça, ce n'est pas neutre. On essaie un peu de vous inculquer la fausse information. Qu'est-ce que vous proposez aux Africains en général et aux Congolais en particulier par rapport à tout ce que vous avez constaté ici chez les autres en matière du savoir, en matière de recherche, en matière de l'innovation? Quel sera votre message au peuple africain en général et au peuple congolais en particulier? Bon, les efforts sont en marche. J'ai visité à Dakar l'université de Cheikh Anta Diop. L'unique visiblement. Ah ben oui, c'est beau. Il y a des progrès qui sont en train d'être faits. J'ai visité aussi des universités conçues par des Noirs américains au Ghana. Excellent. Excellent. Il y a des progrès qui sont en train. Et vous avez été aussi au Sénégal, Ghana, tout ça, vous avez visité aussi. Oui, j'ai visité. Et excellent. Okay? C'est, par exemple, au Sénégal, dans l'université de Cheikh Anta Diop, c'est la seule université en Afrique, okay, où on étudie que ce qui est africain. Il y a un centre de recherche, on étudie que l'histoire africaine. Il n'y a pas de Napoléon, non. Il y a un peu il y a des efforts qui sont, mais peut-être pas dans l'Afrique centrale qui est toujours en retard. Le problème avec l'université, il faut comprendre d'abord, comme je parle d'université, je vais dire, ok, qui l'a construit? Quelle était l'initiative? Quelle était la mission? Quelle mission cette université-là? Cette mission-là a-t-il dévié dans le temps? Ou est-elle restée, a-t-elle été renouvelée ou est restée fidèle? Quand on a construit l'université de Kinshasa et les étudiants ont commencé, nous sommes en train, à cheval de l'indépendance. OK? Après l'indépendance, Mobutu a fermé plusieurs fois l'université. Okay? Pourquoi? Parce que l'université produit chaque année 40 000 étudiants, fonctionnaires. Okay?
Et ces gens-là sont censés aller fonctionner, travailler généralement parce que l'université publique produit pour les fonctions, la fonction publique. Donc, on a commencé à produire 30 000 chaque année qui devaient aller travailler la fonction publique. Or, pendant que les Belges n'avaient développé que l'armée. Au lendemain de l'indépendance, le département économique était une petite maison avec 5 employés, dont 200 blancs. Le département, tout, il n'y avait pas de département qui avait été construit. Les seules institutions qui avaient été construites étaient l'armée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mobutu a appelé l'université un cadeau empoisonné. Okay? Pourquoi? Parce qu'on commence à produire des gens qui n'ont pas de place. Et là où les pays, normalement, ont des gens, il n'y a pas. L'agriculture, la pêche, la menuiserie, la maçonnerie sont restés pour des vieillards. Or, c'est ça les bases de l'économie d'un pays. Alors, je vais conclure rapidement. Quelle était la mission de l'université? L'université congolaise était un cadeau empoisonné du part de la Belgique pour créer un problème social demain. Les gens qui vont sortir là-bas ne voudront pas toucher une pêche, ne voudront pas toucher une brèche, voulons avoir un bureau avec 50 000 $ de salaire pendant que les pays ne peuvent pas se permettre cela. Et cela a porté à des conflits sociaux et des problèmes économiques. Terrible. J'apprends sur YouTube ici, il paraît que nos députés réclament un salaire de plus de 33 000 $, hein, réagissant, parce que la législation passée, ils gagnaient 21 000 $ et aujourd'hui, ils réclameraient, je n'ai pas de précision là-dessus, 33 000 $. Ils sont tous, la majorité, 90% des universitaires. Nous sommes vraiment au terme de notre émission. Vous avez compris la mission. Claire, vous l'avez expliqué assez clairement. Demain, nous serons au musée à Kinshasa, chez toi là-bas. Ce sont les Coréens qui ont construit pour les Congolais leur musée. Et donc, demain, je crois que nous serons au musée. Juste un mot sur l'importance de la musée. Ce n'est pas un musée. Quand des autres construisent pour vous un musée, parce qu'un musée, c'est une affaire culturelle et nationale. Quand les autres construisent un musée, on a affaire avec une foire d'exposition. Ça devient une foire. C'est une foire d'exposition, ça n'a rien à voir avec un musée. Mesdames et messieurs, obligé de me limiter à ce niveau. Et donc, l'émission est ainsi finie. Je vous promets une autre aventure dans les musées de Sharjah. Et donc, on va encore en parler, on va encore discuter. Souffrez, le temps, la télévision, c'est l'heure. Je sais que vous avez beaucoup aimé cette émission. Vous aviez aussi beaucoup de questions à poser. Le numéro est affiché. Posez vos questions et donc la fois prochaine, vous aurez la réponse ou les réponses à toutes les questions que vous allez devoir nous poser. Le prochain numéro, c'est déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous salue au nom des ancêtres.